Le premier long date de 1992, ça s'appelle Rien du tout. Ensuite, Le Péril jeune, et chacun cherche son chat, Un air de famille, peut-être, L'auberge espagnole, ni pour ni contre, bien au contraire, Les poupées russes, Paris, j'ai rien oublié. Oui, je crois, c'est ça. Nous, on est un peu au paradis en France parce qu'on fait plus de 200 films par an depuis très longtemps. Qu'en Angleterre, pour vous donner un exemple, je crois que c'est 40 films par an, qu'en Allemagne c'est moins. C'est là que les Anglais ont un problème, c'est qu'ils partagent la langue avec un autre producteur. Alors, ouais, non, c'est sûr qu'ils ont une spécificité, c'est particulier là-bas. Mais en tout cas, c'est vrai que, encore une fois, il y a une situation qui est extrêmement positive en France, mais le terrain se dégrade très vite et que c'est très facile de passer des 200 films qu'on fait par an à 40 dans 5 ans, et que quand on en fera 40, là, il n'y aura plus que... parce que ce qui fait vivre le cinéma français, quand je mentionnais Camping, c'est parce qu'il fait partie des 5 films qui ont fait, je crois, 60% ou 70% des entrées. C'est-à-dire qu'il y a 5 films français qui font 70% des entrées dans le cinéma français. Donc il y a un chiffre comme ça qui augmente sur le fait que de plus en plus de gens vont voir de moins en moins de films. Et que ça, c'est une tendance alors qui s'accélère, mais à une vitesse faramineuse, et que ce qu'on dénonce là à la SRF, notamment dans cette lettre, c'est qu'il faut faire attention parce que le phénomène, il va très vite, quoi. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, en dehors du sujet, L'auberge espagnole et Les poupées russes a aussi éventuellement un aspect militant, d'ouverture sur l'Europe et de défense, effectivement, d'une certaine convivialité culturelle? Non, militant est un gros mot. Non, oui, c'est ça, trop gros, parce que moi autant je milite là maintenant assez activement, autant je fais pas du cinéma engagé, j'ai l'impression. Il y a des idées politiques dans mes films, il y en a dans Le Péril jeune, il y en a dans L'auberge espagnole. Dans Rien du tout. Et dans Rien du tout aussi, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du cinéma engagé dans le sens où même si je véhicule des idées sociales ou des idées politiques, il n'y a pas une notion comme dans les films qui ont un vrai discours politique, disons. Depuis quelques années où on est quelques réalisateurs à s'apercevoir de ces choses-là, on voit à quel point c'est quand même maintenant qu'il faut s'occuper de choses qui sont pas forcément faciles et qui sont en tout cas loin du métier de réalisateur, mais où, en tout cas depuis 2-3 ans, on s'est dit il ne faut pas faire des films, il faut aussi s'occuper des choses dont personne ne s'occupe, parce que finalement les hommes politiques n'y connaissent rien, les gens, disons, qui seraient à cheval entre des gens qui s'occupent de politique et de juridiction et qui pourraient faire les nouvelles lois de l'audiovisuel, finalement ne sont pas forcément très informés des nouveautés, et donc les créateurs, à mon sens, ont quelque chose à dire dans ce débat-là. Donc c'est vrai que ma lettre, là, c'était un article dans Le Monde qui est paru il y a un mois, je crois maintenant. C'était pour essayer d'alerter le fait qu'il y a eu des phrases énoncées pendant les présidentielles de la part de Sarkozy, et que là, quand il a donné sa lettre de mission à Christine Albanel, donc à la ministre de la Culture, il y a clairement une espèce de désaveu de ce qui était prévu au départ. Donc j'ai été le porte-parole de... Sarkozy qui dit la démocratisation culturelle, c'est veiller à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public. Voilà. C'est-à-dire que, comme je le dis, c'est une petite phrase anodine, mais à partir du moment où, puisqu'il demandait ça au ministre de la Culture, un ministre de la Culture essaye de répondre aux attentes du public, il y a, à mon sens, plus de culture. Et la culture, c'est justement quand on essaye de former, d'ouvrir les esprits, et justement qu'on est avant l'attente du public, on crée l'attente du public. Et que si on n'apprend pas au lycée Molière ou Racine ou les Fables de La Fontaine, il y a peu de chances que dans sa vie on les lise, parce que si on ne vous a pas forcé à le faire, c'est plus difficile. Donc dans la culture, il y a quelque chose comme ça qui s'apprend et qui est un travail, et que si c'est la culture, si c'est que camping
et Shrek 3, Et encore, il y a des un références problème. dans Shrek 3. Non, bien sûr. En plus, je cite ça, il n'y a aucune méchanceté là-dedans, parce que pour moi, la culture est justement dans chaque produit culturel. Et donc, ça peut être dans de la BD, dans Shrek, dans Batman. C'est important, c'est de veiller que l'éventail reste ouvert. Voilà, c'est ça. ce qui est important, c'est que l'éventail reste ouvert. Et c'est sûr que c'est plus difficile de faire connaître Bergman que faire connaître Batman. Donc, il y a un travail culturel à faire. Et c'est vrai que si le ministre de la Culture ou le président de la République ne fait pas ce travail-là, pour moi, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de disparaître. Pour revenir aux histoires de culture, le vrai enjeu, c'est l'enseignement, quoi. C'est l'éducation à l'image. C'est le fait que, oui, il y a un travail à faire dans les écoles, dans les lycées et dans les universités pour dire, oui, allez voir Hitchcock, allez voir Bergman, parce que pour quelqu'un de 15 ans, Hitchcock, c'est pas totalement obligatoire de le voir. Et que je dis ça sur ces gens-là, mais il y a plein d'autres gens à aller voir, et que c'est vrai que voir des films de karaté ou des films, le fait de se cultiver, ça peut passer par plein de choses, quoi. Et c'est vrai qu'Internet quand même pousse à une curiosité. Le mec qui est dingue de manga, il va avoir une espèce de curiosité dans les mangas. Ça cloisonne quand même, c'est une culture plus clinique. Alors peut-être, mais peut-être ça a toujours existé, ça. Voilà, tu parlais de musique. Comment est-ce que tu as choisi les morceaux du Péril Jeune? On entend Jimi Hendrix, on entend Pink Floyd, Steppenwolf. Visiblement, c'est plus porteur de prendre du LSD, par exemple, sur Pink Floyd que sur Grateful Dead. Pourquoi ces choix-là? C'était vraiment la musique de mon époque, quoi. C'est-à-dire que quand je me suis souvenu des musiques qui étaient quand j'étais au lycée. Et c'est vrai qu'il y a autant Stoney Chardin, Il y a du soleil sur la France, là. Pour moi, c'est le pouvoir de la musique. C'est vrai que la musique met dans quelque chose. Quand on entend Stoney Chardin ou quand on entend C'est une maison bleue accrochée à la colline, c'est-à-dire qu'on est profondément dans la logique de cette époque-là, et encore plus avec Jimi Hendrix, avec Pink Floyd, avec Janis Joplin, où ils nous mettent dans quelque chose de fort de cette époque-là, quoi. Moi, j'entends 3 notes de guitare électrique de Jimi Hendrix, et il y a un truc très fort d'un rappel, pas seulement parce que je peux pas voir la même chose que les gens qui n'ont pas vécu cette époque-là. C'est que quand on l'a vécu, on se souvient... je sais pas... Olivier Mégaton, qui était ici il n'y a pas très longtemps, qui est encore plus jeune que toi, est également fou de Jimi Hendrix. Non, mais ça n'empêche pas. Non, mais il y a un truc, en tout cas, qui contient du temps dans la musique. Ouais. Et, c'est des marqueurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, dans ce film-là, c'était très important d'utiliser ça. Les problèmes de droit n'ont pas été difficiles à régler? Non, parce qu'au début, c'était pour la télé. Les problèmes de droit sont assez faciles à régler pour la télé. Et ensuite, quand c'est passé au cinéma, c'est Gaumont, en fait, qui l'a sorti au cinéma. Et c'est qu'on a réglé les problèmes de droit. Voilà. En fait, quelle est ta formation en tant que cinéphile? Quel est ton rapport au cinéma pendant l'enfance, l'adolescence? J'ai fait partie de la génération des ciné-clubs, quoi. Je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui pour des étudiants en cinéma, mais c'est vrai qu'à 15 ans, j'allais voir... j'ai l'impression d'ailleurs, j'ai remarqué ça quand Antonioni et Bergman sont morts, qu'il y a eu quelque chose qui est mort avec eux, quoi. Que ce cinéma-là, je ne sais pas si quelqu'un... Parce que moi, je les ai vus quand j'avais 15 ans, 17 ans. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui qui a 15 ans, 17 ans va voir Kiarostami, va voir Kim Ki-duk, va voir l'équivalent de ces gens-là aujourd'hui, va voir Wong Kar-wai, peut-être même s'il est plus connu. J'espère qu'il y a ce tempérament cinéphilique d'aller voir justement, encore une fois, les gens qui ne sont pas forcément en tête de gondole. Et qui sont... c'est vrai que moi... quand j'ai été voir les premiers films de Woody Allen, c'était des choses que personne ne voyait, quoi. Il n'y avait pas le côté commercial que ça peut avoir maintenant. Il y avait quelque chose de underground un peu, quoi. Voilà. Le premier à sortir en France, c'était Bananas. C'était Bananas. Ouais. Et ce n'est qu'après que son premier film, Prends l'oseille, terre-toi, est sorti sur les écrans français. Et depuis, comme un métronome, tous les ans, voilà, on doit être à peu près à 45 films, c'est absolument sidérant comme carrière. Ça fait envie?
Pas à ce point-là, à vrai dire. Non, à un moment, j'avais envie de ça, et puis, ouais, là, un film par an, moi, je vais plus les voir, j'arrive pas à suivre. C'est-à-dire que c'est plus de la névrose que de la création, j'ai l'impression. Donc, c'est tellement quelqu'un que j'ai adulé, et quand je vois comment je le suis plus, enfin, je vois à quel point... On s'habitue. Ouais, enfin, j'ai l'impression que les films importants sont quand même derrière, quoi. Matchpoint est pas mal. Matchpoint est pas mal. C'est vrai que moi, enfin, j'adore des films que je ne pourrais jamais faire. J'adore les films de Kiarostami ou d'Almodovar parce que je suis incapable de faire ces films-là. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un réalisateur doit inventer ses propres règles et sa propre façon, je crois que ce qui me plaît maintenant dans le cinéma, c'est de voir le spectacle d'un autre être humain. Donc, plus il est lui-même, plus il y a Kurosawa qui est Kurosawa et Almodovar qui est Almodovar, plus je suis heureux, quoi. C'est important de sentir quelqu'un derrière la caméra plutôt que de voir un savoir-faire. Ça se mélange parce que finalement, il y a un truc artisanal dans le cinéma où Clint Eastwood est un artisan, Kurosawa est un artisan. Donc il y a quand même la notion de savoir-faire et que moi, ce que j'aime chez Hitchcock, par exemple, c'est que c'est quelqu'un qui s'est fabriqué tard. C'est que les bons films d'Hitchcock sont assez tard dans sa vie, dans sa carrière. Lui aussi, il a fait beaucoup de films, mais qu'il en fait beaucoup. Il fait beaucoup de films de série B, par exemple, avant de réaliser des films importants. Puis ensuite, il y a la période noir et blanc. Pour moi, la meilleure période, c'est pas la période noir et blanc, c'est Vertigo, Rear Windows. Enfin, cela dit, dès l'Angleterre. Les oiseaux, avec, la mort aux trousses. Dès l'Angleterre, non, bien sûr, avec ouais. les 39 marches, c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que quand on prend les films, enfin, si on prend que les films en couleur, par exemple, qui est très tardivement, c'est des films qui sont justement mûrs, quoi, qui sont des films de maturité. Et c'est vraiment nourri parce qu'il a fait les autres films avant. Et c'est vrai que moi, je préfère les gens comme ça. Je disais tout à l'heure sur Kusturica, ça m'énerve que Kusturica n'évolue pas, quoi. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il ait... Enfin, c'est vrai que pour les gens que j'ai adorés, qu'il y ait un truc, j'ai l'impression qu'il s'enlise dans quelque chose qu'il sait faire. Chaque film est une définition de la réalité. Donc Cassavetes a une façon de montrer la réalité, Jean-Pierre Jeunet en a une autre. Et puis, même si à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le réalisme, le néo-réalisme italien n'est pas le même réalisme que Cassavetes ou, je sais pas, Claude Sautet. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que tous ces films-là sont réalistes, mais qu'ils ont une façon de fabriquer la réalité qui n'est pas la même. Et le vrai réalisme, ça serait à la limite une caméra de surveillance de supermarché, et encore, le cadre est prédéfini. Non, mais il y a toujours de la mise en scène, ouais. Bien entendu. Mais il est évident qu'à l'intérieur du réalisme, et sans vouloir jouer sur les mots, on est quand même plus réaliste. Il y a une texture, il y a un choix des mots, des cadrages, etc., qui semble plus tout venant, même si c'est très mis en scène dans Le Péril jeune, que dans L'Auberge espagnole. Oui, non, c'est vrai que moi j'aime bien... Avec des accélérés, avec des... Non, c'est sûr que moi j'aime bien la frontière entre le réel et la fiction, ou entre l'abstraction et la figuration. Moi j'adore la phrase de Picasso qui dit « L'art est un mensonge qui permet d'atteindre la vérité ». Je trouve que c'est une bonne phrase pour expliquer sa peinture déjà, et que quand lui invente l'abstraction ou le cubisme, il y a une façon de sortir de la réalité, mais sa phrase explique bien que c'est pour renvoyer à la réalité. C'est que lui, il veut décrire une réalité, la réalité du XXe siècle, elle change, et dans sa peinture, il essaye de décrire, avec un langage qui est sincère, comment cette réalité a changé, qu'on ne peut plus peindre comme Léonard de Vinci. Si on veut être réaliste, justement, notamment depuis l'invention de la photo. Voilà, alors enfin, pour plein de raisons, à cause de l'art africain, bon, lui, voilà, quand il décrit la boucherie de la guerre en Espagne et qu'il fait Guernica, il dit « Je ne peux pas décrire Guernica comme Delacroix décrivait une guerre ». Et je trouve que c'est juste, je trouve que c'est une façon juste de parler de la réalité. Et donc, moi, si je me situe par rapport à la peinture, j'aime bien Nicolas de Staël, qui est ni dans l'abstraction ni dans le figuratif. Il est vraiment entre les deux, et c'est vrai que je me sens proche de ça, où je me sens pas à l'aise si c'est trop dans le réel,
et je me sens pas à l'aise si c'est trop délirant ou trop dans la BD. Dans l'art pour l'art. Voilà, et donc j'aime bien les moments où on passe de l'un à l'autre, et quand c'est vrai, quand il est chez le banquier qui dit je joue du pipeau, pour moi c'est la réalité, c'est que moi quand je suis chez le banquier, enfin moins maintenant qu'avant, Oui, mais c'est vrai que j'ai senti ça pendant des années, quoi, que j'étais en train d'inventer un personnage que je n'étais pas, et je ne suis pas en train de mentir quand je parle. Enfin, c'est-à-dire que cette scène qui est BD, qui est fantasmée, tout ça, elle correspond à une réalité. Je suis producteur de mes films, c'est-à-dire que je suis associé avec quelqu'un qui joue le rôle de producteur, mais il s'appelle Bruno Lévy. En fait, c'était le directeur de casting du Péril Jeune et puis des films qui ont suivi. Et lui, il est devenu producteur. Et donc, moi, je ne m'occupe pas du tout de production. Donc, j'ai le même rapport que j'avais avec Farid Lawassa ou avec Adeline Le Callier, mais c'est ma maison de production. Donc, ça change complètement le rapport de force avec les gens qui mettent de l'argent dans le film. C'est très, très différent depuis l'Auberge espagnole, avec en plus le fait que c'est le film qui a le mieux marché. Donc du coup, c'est vrai qu'après, là maintenant, c'est vrai que j'ai plus un statut de producteur qu'un statut de réalisateur quand je fabrique mon film, quoi. L'Auberge espagnole, c'est un film que vous avez tourné en HD. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous avez... Eh ben, comme c'était un film que je voulais faire vite, j'ai même pensé le faire en DV. Et disons que ça s'est fait parce que je devais faire Ni pour ni contre et que ça s'est retardé de 5 mois. Et j'avais ce film en tête, de faire un film sur des étudiants. Je réalise que Romain, il a 27 ans et que c'est un peu le dernier moment où il peut jouer un étudiant, parce que si j'attends 2 ans, à 29 ans, peut-être il ne pourra plus faire étudiant. Et que je me dis, j'ai 5 mois, je me suis déjà prouvé que je pouvais écrire un scénario vite, et donc je me dis, j'ai peut-être le temps d'écrire et réaliser un film. Et de fait, j'ai écrit le scénario très très vite, quoi. Ça s'est fait en moins d'1 mois. Et j'ai fait le casting, la préparation et le tournage dans la foulée. Et j'ai fait le tournage de Ni pour ni contre avant de monter le film. Donc, pour ces raisons de rapidité, j'ai voulu faire ça avec un format qui était plus léger. Donc j'ai pensé le faire en 16, puis j'ai vu que finalement à cette époque-là, le Bétanum c'était meilleur. Et puis il y a eu ce truc du HD, j'étais le 2e film français à utiliser la HD. Et on ne savait pas bien si ça marchait bien ou pas, parce que l'autre film c'était Vidoc qui était intégralement en trucage. Donc on ne savait pas bien si c'était une caméra qui marchait bien pour filmer des gens, entre guillemets, de façon naturaliste, quoi, ou réaliste. Et donc, quand on utilise la caméra, c'est pratiquement un prototype, quoi. Et que les gens de Sony, ils étaient sur le tournage. Enfin, ils regardaient si ça marchait en même temps qu'on faisait le film, quoi. Et donc, c'est vrai que ça s'est vachement bien passé parce que c'était le bon outil pour le film. Ça m'a vachement libéré. Parce que le but du film, c'était de faire un film autrement. Et donc, c'est vrai que tous les accélérés, tous les fondus enchaînés, tous les espèces de petits trucages qu'il y a dans le film, je pense que je les aurais pas fait, même en 16. Si j'avais filmé en 16, j'aurais pas fait ça. Et Paris est en argentique. Et Paris est en argentique, en scope, et Ni pour ni contre aussi. Et non, je suis parisien, donc, et il y a un truc qui fait que ouais, Almodovar, il parle très bien de Madrid, et Fellini, il parle très bien de Rome, quoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est ma vie, quoi. J'ai 46 ans, j'ai passé 46 ans ici, hormis les 2 années à New York. Et que toute ma façon de penser, toute ma façon de voir, c'est-à-dire que quand on est réalisateur, il y a toujours un moment où on filme toujours les mêmes choses. On filme toujours des gens devant des fenêtres, on filme toujours des gens assis sur un canapé, on filme toujours... Enfin, en tout cas, voilà, il y a toujours des choses qui reviennent, quoi. Des gens assis à une table. Et donc, il y a un moment où, quand on fabrique sa façon de penser le cinéma, ben, moi, ma vie, elle est liée au fait qu'il y a le métro, qu'il y a la Tour Eiffel, qu'il y a Haussmann, qu'il y a cette espèce d'opposition entre la modernité et les choses anciennes. C'est-à-dire que ce qui définit Paris, c'est le fait que c'est une ville moderne et ancienne. Et que
parlais de ça avec Jean-Pierre Jeunet aussi, qu'on est fortement influencé par Tardy, parce qu'on reçoit les mêmes images. Quand il dessine des murs ou des bouts de fenêtres haussmanniennes, qui fait cette espèce de truc de crayon, alors, on a le même langage. Alors Jean-Pierre Jeunet l'utilise différemment, mais c'est vrai qu'il a ce langage parisien, et moi j'ai ce langage parisien. Et encore une fois, Rohmer, Rivette ou Godard peuvent l'avoir autrement en filmant à Paris. Mais j'ai utilisé, je dirais malheureusement, la même technique que pour l'Auberge espagnole, mais surtout les poupées russes, où dans les poupées russes, il y a la moitié de ce que j'ai tourné. C'est-à-dire que j'ai eu un montage qui durait 4 heures et le film fait 2 heures. Et là, il y a eu un montage qui durait 4 heures et le film fait 2 heures. C'est-à-dire que là, j'ai jeté... Nous le donner en bonus DVD. Voilà, il y aura certainement pas mal de bonus, mais je crois même qu'on va pas pouvoir tout mettre sur les bonus. Et c'est une façon de faire, quoi. J'ai l'impression que malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est un peu dispendieux comme façon de faire, mais il y a une sorte de liberté que moi je trouve à essayer des choses, et que finalement, c'est pas le scénario qui fabrique le cinéma, c'est le montage qui fabrique le cinéma. Ça veut dire que tu es un peu une sorte de sculpteur et que tu malaxes une matière qui est une matière cinématographique et que tu lui donnes une forme que tu inventes au fur et à mesure. C'est un peu ça, parce que je m'aperçois à quel point, sur des films comme ça, je le dis pas de tous les films, parce qu'un air de famille ou Ni pour ni contre, ça fonctionne pas là-dessus, mais sur des films comme ça, toujours les scènes pas prévues sont les meilleures scènes, quoi. Et donc, il y a un truc où j'essaye de faire confiance au fait qu'au dernier moment, par exemple, là, dans le film, il y a un jour où il y a le personnage de Romain Duris qui est malade dans ce film, et il est beaucoup cloîtré chez lui, quoi. Et il est beaucoup sur son balcon à regarder les autres qui passent dans la rue ou ses voisins par la fenêtre, un peu comme dans Fenêtre sur cour. Et là, il y a eu un jour où il a neigé quand on tournait. Et du coup, il y avait des choses qu'on avait tournées la veille qui n'étaient pas du tout raccord. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas filmer ni sur le balcon, ni les scènes à l'intérieur. C'était à travers la fenêtre. Donc, on ne pouvait rien faire parce qu'il neigeait. Il n'y avait aucune scène avec de la neige. C'est tellement particulier. Il y avait une vue sur tout Paris. Donc, et on a commencé à attendre, puis il neigeait. Il a commencé à neiger pendant 3 heures, quoi. Puis au bout de 3 heures, on se dit, on est con, pourquoi on ne fait pas une scène avec la neige, quoi. Et du coup, il y a une scène avec la neige, qui du coup, certainement, a dû gommer 3 scènes que j'avais écrites. Et cette scène qui n'est pas écrite, elle est dans le film, et elle est super bien. Et c'est une scène qui est totalement improvisée, simplement parce qu'il neigeait, quoi. Et donc, le hasard du talent. Est-ce que la bande-annonce doit justement raconter ou simplement faire saliver? On a l'impression qu'il y a des bandes-annonces, on a déjà vu le film. On a tout compris de ce qui allait se passer. Non, disons que forcément, en 4 minutes et demie, il y a des gens qui se disent « Oh là là, on raconte tout le film ». J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses pas dites dans ce 4 minutes et demie, donc ça va, quoi. Pour moi, pratiquement, les meilleures scènes ne sont pas dans cette bande-annonce. Donc, mais c'est vrai que je suis très très mauvais juge. Là, donc je viens de terminer le film et j'arrive pas à avoir ce rapport, parce que c'est toujours un moment délicat quand on commercialise, quand on a des discussions avec les gens qui font l'affiche, avec les gens qui gèrent le côté commercial, la vente du film. En général, je suis pas la bonne personne pour juger les bonnes choses. Trop proche au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Moi, je suis tellement dans d'autres problèmes à gérer en ce moment, puis en général. Toujours l'affiche, la bande-annonce, ça se fait en même temps, que soit le mixage ou l'étalonnage. Donc on est complètement sur les questions de création sur le film. Et parce que moi, quand je vous dis que... Enfin, hier encore, je mixais la dernière minute du film. Et c'est fou, parce qu'on s'est, non pas engueulé, mais disons qu'avec les gens qui font le mixage, on avait une façon très très différente de voir la dernière minute. C'est génial de voir que jusqu'à la dernière minute du travail sur un film, il y a de la création possible, parce que la scène telle qu'elle était mixée au préalable et telle que moi j'ai demandé à la mixer, elle ne veut pas dire la même chose. Eh bien, merci infiniment. Merci.